La partie 3 donc écoutez, de la suite de ce panorama comme je l'appelle en anglais. Donc on s'était arrêté et là j'ai vraiment retrouvé un autre invité qui peut nous apporter des espèces de clés. Enfin, c'est Benjamin Durand. Bonsoir. Nouveau. Et du coup, on s'était arrêté un peu à cette époque charnière du film London, où donc Sgt Pepper, la couleur à la télé était apparue, etc. Mais là, il va y avoir un phénomène social en Europe qui va marquer tous les pays, et notamment l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle en France mai 68. Et donc, après toute cette période, waouh, flower power d'acide et tout ça, on se retrouve avec une époque un peu brutale et dans les rues, ça se tape en fait, littéralement, Benjamin Durand. Oui, il y a une conscience véritable. Mais c'est ça qui est assez fascinant autour de l'année 68, c'est que, bon, là on est en 2018 quand on parle et on est en train de se souvenir 50 ans après. Mais c'est vrai qu'on n'était pas né, c'est ça qui est génial. Oui, mais heureusement, les archives sont heureusement là pour nous éclairer sur ce qui a pu se passer à ce moment-là. Effectivement, on a eu une période un petit peu de découverte de nouvelles libertés, de découverte de nouvelles identités, notamment identité de jeunesse, et puis la révolution sexuelle, etc. Enfin, n'oublions pas quand même qu'en 67, notamment en Angleterre, c'est en 67 qu'à la fois sont dépénalisés l'avortement et l'homosexualité. Donc c'est des choses qui en disent long sur l'évolution des sociétés. Mais 68, c'est évidemment une année beaucoup plus politique, etc. Mais finalement, c'est là où même les artistes qui sont pas téléstecs de la politique vont commencer à avoir, Jagger se met à bouquiner. Et puis aussi, c'est l'influence des femmes, c'est les Stones particulièrement, ou des femmes, personnages féminins comme Anita Pallenberg ou Marianne Faithfull va commencer. Et que dire des Beatles 68, c'est aussi l'année où John Lennon rencontre Yoko Ono. Oui, parce qu'il voit le no, il se dit, c'est positif, il y a marqué non sur sa putain de peinture. Non, yes, justement. Oui, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais John Lennon, d'ailleurs, c'est ce que d'ailleurs les Beatles répètent, etc., c'est que John Lennon, il n'était pas aux abonnés absents, parce qu'il y a des très belles choses qu'il fait sur Sgt Pepper, etc., mais quand il revient sur l'album blanc, John Lennon cherche clairement à, en tout cas, faire imprimer sa marque, pour ne pas dire, à reprendre le leadership qu'il avait volontairement laissé par négligence à Paul McCartney sur Sgt Pepper. Puis Hendrix est passé par là et du coup il veut que les guitares sonnent plus rageuses, etc. Puis un retour aux sources en fait qui est marqué par une espèce de bootleg en fait des basement tapes de Bob Dylan. Alors il y a ça et puis en plus le Velvet, je pense que en plus la scène underground anglaise est marquée par ce qu'on appelle le British Boom. C'est-à-dire tout ce qui a été en fait quand les Stones sont devenus mondiaux, etc. La scène qui reprenait le blues, de puristes qui reprenait le blues, continuait à exercer à Londres. Alors ça a continué à être connu grâce aux Yardbirds. Oui, et puis Albert King aussi fait un album à ce moment-là. Mais John Mayall, qui était resté dans toute cette nébuleuse, Alexis Corner, etc., était resté un espèce de gourou du blues, etc., qui formait beaucoup de gens. Qui reste toujours. Et à ce moment-là, apparaissent des groupes... il y a évidemment Led Zeppelin qui va arriver à partir de 69, mais dès 68, il y a aussi un nouveau groupe qui apparaît, qui va avoir beaucoup d'influence sur la scène londonienne uniquement, et qui va beaucoup trancher avec à la fois le swing in London et la scène psychédélique, c'est Fleetwood Mac, mené par Peter Green, qui était donc lui aussi un ex de John Mayall, absolument, et qui va avoir beaucoup d'influence un peu sur les Stones, mais surtout sur les Beatles, et notamment il suffit d'écouter sur Abbey Road la chanson Sun King, qui est presque un espèce de plagiat de Albatross, qui était un instrumental de Fleetwood Mac, première mouture avec Peter Green. Donc on est un peu là-dedans à ce moment-là. On a quitté un peu, et puis tout le monde redescend un peu du flower power. Vous écoutez George Harrison parler de ça. Il est allé à San Francisco constater par lui-même ce qu'était ce mouvement flower power, et puis se rendre compte que finalement c'était un peu un mouvement qui se défonçait la gueule et qui pour dire un truc un peu vulgose, enculait des moutons, quoi. Donc du coup ils sont revenus de ça, et du coup tout le monde va revenir un peu au basique finalement, et c'est marqué par, d'ailleurs c'est les 50 ans cette année,
du double blanc et de Beggar's Banquet, par exemple, notamment, où les groupes des 60s, première mouture, enfin dont on a parlé dans la British Invasion, vont revenir à des bases plus primitives. Et je pense vraiment que les Basement Tapes, je pense qu'en fait, même si c'est sorti 10 ans après, tout le monde avait une copie, non? Enfin, comment les gens se sont procurés une copie de ça? Alors, ce qui se passe, c'est avec que... The Pen, les Basement Tapes, c'est un espèce d'album de Dylan qui est ressorti après, qui n'est pas sorti à l'époque, mais qui a un peu... qui a un peu marqué les esprits. Ce qui se passe, c'est que Bob Dylan a un accident de moto à l'été 66 et qui lui fait annuler la tournée controversée mais triomphale qu'il était en train de mener à cette époque-là pour promouvoir Blonde on Blonde, donc avec The Band. Ouais. Mais Dylan était à bout de force, etc. Et profite de, entre guillemets, de cet accident de moto pour prendre un peu de recul. C'est ce que j'appelle l'accident de moto mytho. Voilà. Et donc, Dylan, entre-temps, s'était marié et avait commencé à avoir des enfants. Et il décide, parce qu'il est complètement assailli par les fans, etc., de prendre du recul, et ça va avoir beaucoup d'importance. Il décide de s'installer dans l'État de New York, à la campagne, dans un lieu qui, à l'époque, n'a absolument aucune signification qui s'appelle Woodstock. Ah, tiens, non. Et à Woodstock, il est voisin avec donc ses anciens musiciens de tournée, The Band, qui veulent, eux, avoir une carrière en leur propre nom. Et donc, ils installent un studio, effectivement, qui est rebaptisé Big Pink, et dans lequel ils vont, pendant à peu près 6 mois, travailler comme ça, un peu à la bonne franquette, dans une ambiance campagnarde, sur une musique beaucoup plus rapprochée des racines américaines, essayer de comprendre les paradoxes de l'identité américaine, etc. Ouais. Et en fait, Dylan étant managé par Albert Grossman, qui historiquement avait non seulement essayé de faire grandir la carrière de Dylan par la vente de ses disques, mais aussi en essayant de placer les chansons qu'il écrivait auprès d'autres artistes. N'ayant pas de disque de Dylan à proposer au label de Dylan Columbia, il décide de récupérer les acetates de ce que Dylan et The Band enregistrent pour les faire diffuser un petit peu partout. Partout de façon confidentielle finalement. Mais surtout en Angleterre, pour que des artistes locaux prennent les chansons et les enregistrent pour en faire des succès. Un petit bootleg fait que tout le monde change un peu de ligne de mire. En fait, c'est assez simple. À l'époque de ça, Mick Jagger est avec Marianne Faithfull. Marianne Faithfull n'écrit pas de chansons, et donc forcément, quand elle entend sur le marché, on va dire, des chansons en circulation, des nouvelles chansons de Dylan qui sont potentiellement reprenables, elle va écouter le disque, elle trouve les chansons assez tranchantes par rapport à l'espèce d'ambiance Flower Power qui est à ce moment-là, et elle se dit que des chansons comme This Wheel's on Fire ou Tears of Rage ou Queens of the Eskimo sont vraiment intéressantes, et à ce moment-là, c'est donc la scène anglaise qui va populariser ces chansons de Dylan. Donc Queen of the Eskimo va être reprise par Manfred Mann, qui va en faire un numéro 1 en Angleterre, et This Wheel's on Fire va être reprise par Julie Driscoll et Brian Auger, et qui va en faire un grand tube de l'année 68. Voilà. Et donc qui va être un espèce de tournant vers un retour vers plus de sérieux, vers moins de bling bling finalement. Tout à fait, moins de rêves, d'utopie, etc. Et du coup, tout le monde va reprendre ce truc-là pour les Beatles et les Stones vont faire des albums beaucoup plus simples et retourner à des choses... Et puis ils vont aussi allumer les transistors, quoi. Et ils vont voir ce qui se passe, déjà ce qui commence à se passer aux États-Unis. Donc 68, c'est quand même l'année à la fois du double assassinat dans un premier temps Martin Luther King, puis Bobby Kennedy. En France, c'est les événements de mai 68, et un peu plus tard, ce sera à Prague, tout le printemps de Prague, etc. Donc c'est une époque, et c'est ça évidemment qui fait écrire à John Lennon en plein enregistrement de l'album blanc,
la chanson Revolution qui va avoir plusieurs évolutions, si je peux me permettre. La version lente sur l'album blanc et la version hard rock qui paraîtra la première. En phase B de Hey Jude en juin 68. Ouais, non, mais tout à fait. Et puis tout le monde est dans un peu cette veine-là, parce que 3 semaines avant, vous avez quand même un single des Stones qui sort, que vous connaissez tous, c'est Jumping Jack Flash, avec l'arrivée d'un producteur de Jimmy Miller qui avait bossé avec Traffic et le Spencer Davis Group, si je ne m'abuse. Et donc là, on est un peu, waouh, Jumping Jack Flash sort, on se dit merde. Franchement. Qu'est-ce qui se passe quand Jumping Jack Flash sort? C'est une nouvelle définition des Stones, quoi. C'est vraiment. Je pense que c'est vraiment un 45 tours qui marque même pas que les Stones, pour une fois. Ceux qui me reprochent parfois d'associer les Stones à l'histoire de la musique. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est plus le cas sur Jumping Jack Flash que sur la face A de Hey Jude. Tu parlais de la face B Revolution. Mais voilà. C'est vraiment 2,45 tours vraiment importants parce que les deux groupes qui sont un petit peu les deux phares, les deux groupes à qui on se. De toute façon, les groupes dont on parle depuis la British Invasion. Donc, tout à fait. Et donc, du coup, ils sont dans le coup. En tout cas, ils montrent à leur manière, ils sont à l'écoute de ce qui se passe. Ils sont conscients de l'évolution. C'est-à-dire qu'ils reviennent à plus de simplicité. Et en même temps, ils sont dans l'attente de voir ce qui se passe parce que, en fait, on a l'impression que n'importe quoi peut se passer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le plus grand bouleversement va être dans la façon de faire des concerts, parce que c'est à ce moment-là que les gens prennent conscience que le public évolue et que ceux à qui il faut s'adresser, c'est plus les étudiants. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'Angleterre a elle aussi une grosse évolution démographique avec beaucoup de jeunes qui sont à l'époque en université. Certes, les universités ne sont pas en révolte comme en France, mais les universités bouillonnent aussi en Angleterre. Aux États-Unis, c'est un contexte un peu plus compliqué parce que les étudiants sont en âge d'être appelés pour partir au Vietnam et ils ne veulent pas y aller. Et en fait, c'est vraiment un public captif qui à ce moment-là peut aller vers les concerts et donc les concerts à partir de ce moment-là commencent à viser le public étudiant, vont s'organiser à la fois dans les universités, de vraies tournées d'universités commencent à s'organiser à partir de ce moment-là, en même temps que s'invente le concept de festival qui veut faire venir les étudiants qui sont réfractaires à l'ordre établi. Etc. Mais là, je veux dire, un élément important dans ce que tu dis, c'est aussi le fait que les concerts changent aussi parce que de 63 à 67, il n'y a pas de sono dans les salles. Et là, tout d'un coup, on a une technologie qui permet, en fait, aux étudiants, comme tu dis, d'écouter ce qui se passe sur scène et plus être dans une espèce de... Parce qu'ils le veulent. Oui, parce qu'ils ne sont plus dans une espèce de découverte de leur corps. Tout à fait. Ils sont dans une volonté d'écoute et mais parce qu'ils peuvent technologiquement écouter ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a l'invention de la sono qui arrive à ce moment-là, et du coup, on peut se retrouver dans des concerts, dans des salles de concert en tout cas, où on entend ce qui se passe. Je veux dire, et ça va amener la tournée des Stones 69 et tous ces festivals où du coup on peut se poser dans l'herbe et avoir une qualité de sono décente parce que la sono arrive et que du coup on commence à pendre les enceintes et on entend ce qui se passe dans les concerts. Mais les Beatles, à la limite, faut jamais oublier que... Malheureusement, les Beatles ne tournaient plus. Oui, mais il faut jamais oublier qu'à la base, le projet Let It Be était destiné à être répété pour, au final, être un vrai concert communautaire. Ce qu'on ne verra jamais. Par paresse et par division. Par division, finalement, ça sera juste le toit. Mais voilà, il y avait la possibilité, en tout cas, de se retrouver en masse et d'écouter la musique. Quand vous voyez les images du Royal Albert Hall 66, c'était juste 3 enceintes qui étaient, ou le J-Stadium 65, on n'entendait pas ce qui se passait. On réunissait des gens, mais les gens étaient là pour voir une espèce d'exhibition de 20 minutes. Là, on commence à être dans une époque où on peut voir des concerts et surtout les entendre. Et c'est là où on commence à apprécier en fait. Et c'est ça qui est intéressant, la musique, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que
à cause de circonstances diverses et variées, les Beatles et les Stones sont sur le point de vue du live aux abonnés absents. Et donc, les gens cherchent, en tout cas en Angleterre, à chercher des dérivés à faire sans les Beatles et les Stones du live. Et de grands concerts communautaires sont organisés, comme par exemple à Hyde Park, où effectivement des groupes comme Blind Faith, comme King Crimson, comme The Move, comme Pink Floyd, vont commencer à jouer devant des foules incroyables. Finalement, les Stones font leur retour à Hyde Park avec mais c'est 69, alors qu'il y a déjà des concerts, des festivals sont des 68. Voilà, alors c'était organisé encore un peu à l'arrache par les Hells Angels anglais, qui sont la branche des Hells Angels vachement plus cool que celle dont on va parler un peu après aux États-Unis, qui était vachement plus rude. Mais du coup, oui, on peut se retrouver à aller à 100 000 personnes dans un parc à pouvoir entendre ce qui se passe sur scène, ce qui n'était pas le cas en fait dans les concerts des Beatles. D'ailleurs, vous avez qu'à écouter les lives de 65 de n'importe quel groupe de la British Invasion, où on entend des cris plus que de la musique. Et là, on peut se retrouver et entendre décemment de la musique. Et puis les gens vieillissent, parce que finalement le public est le même que quelques années avant. Sauf qu'ils ont vieilli et qu'ils ont envie de... Et ce qui est assez rigolo, c'est que sociologiquement, là où quelques années avant, on avait principalement les filles qui s'exprimaient, là les garçons arrivent et ont leur mot à dire aussi. Et on a un public, il suffit d'écouter les concerts. Les cris disparaissent de plus en plus et les gens se mettent à écouter. Oui, mais non seulement grâce au sono, mais aussi parce que les gens attendent autre chose que de simplement voir des bêtes de foire. Voir les gens, voilà, c'est ça. C'est qu'on transforme les concerts, c'est plus une exhibition, c'est plus du zoo, c'est vraiment, on va écouter de la musique en live et donc là ça va apparaître. Et l'été 69 en est le paroxysme, puisqu'on a le concert à Hyde Park des Stones, avec Blind Faith en première partie, King Crimson, etc. Et ce qui va débouler sur le Woodstock 69, dont nous allons fêter l'année prochaine les 50 ans, messieurs, dames, nous vieillissons tous. Mais voilà, Woodstock, pourquoi est-ce que ça se passe à Woodstock ? Déjà parce que c'est là que Bob Dylan était, et c'est là, et du coup les gens se disent tout bêtement... on va essayer de faire venir Bob Dylan. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Les Stones ne viennent pas. Les Beatles ne sont pas là. Et c'est génial. Et quelque part. Et ça révèle tout le monde. Enfin, ça révèle absolument tout le monde. Et c'est ça qui est absolument phénoménal avec Woodstock. Voilà, c'est ça qui est phénoménal. C'est qu'on va parler d'une espèce d'alcoolo de Birmingham qui est Joe Cocker. Non, de Sheffield. De Sheffield, pardon. Et absolument. Merci Benjamin d'être là pour m'éclairer. Non, mais tu as raison, c'est de Sheffield. Et qui va. Combien de groupes tourne encore aujourd'hui grâce à Woodstock. On pourrait en citer 15 là, de mémoire. Même 10 Years After, dont Alvin Lee est mort, continue à tourner avec un gamin de 20 ans à la place d'Alvin Lee. Je veux dire, si vous tapez Country Joe and the Fish 2018, vous verrez un mec en exhibition dans les supermarchés. Joe Cocker, vous connaissez la version de We Will Live for My Friends, évidemment. Et puis, pareil, après, ça se fait... Crosby, les Who aussi. Les Who, les Who aussi, faut quand même... les Who, c'est quand même cette ère-là du rock anglais. Mais il y a très peu de vedettes anglaises à Woodstock, finalement. Non, mais il y a les Who grâce à Tommy, s'inscrit parfaitement dans cette ère du festival, quoi. Parce que Tommy, c'est ce qui leur permet de passer du côté du statut de groupe culte du Swinging London au groupe absolu des festivals. Mais c'est ça, c'est que les Who, si vous prenez les dates des Who, les Who, c'est absolument le groupe anglais qui a fait tous les festivals. C'est-à-dire que les Who ont fait Monterey, les Who sont à Woodstock, les Who sont bien sûr à l'île de Wight en 70, mais sont aussi à l'île de Wight 69. C'est vrai. Qui marque aussi le grand retour de Dylan sur scène, où absolument tous les Anglais, c'est-à-dire tous les Anglais, quand je dis tous les Anglais, c'est tous les grands Anglais artistes sont là pour voir le retour de Dylan. Et apparemment, moi, ce que j'ai lu, c'est que finalement, les gens étaient un peu déçus. Il joue 1h20 et il ressort son album en 69, d'ailleurs, qui est Nashville Skyline. Et finalement, il joue 1h20. Enfin, bon, c'est anecdotique. Mais magnifique concert, récemment réédité, d'ailleurs, dans le cadre des Bootleg Series. Exactement. Donc voilà, je veux dire, tout le monde se retrouve autour des festivals. Et finalement, il y a très peu de gens en tournée.
parce que les Beatles ne tournent pas, et les Stones vont commencer à tourner, avec le tournant que ça va prendre, parce que les Stones tournent aux États-Unis, mais c'est une petite tournée, hein. Elle commence, elle dure 3 semaines en fait. La tournée est d'ailleurs mise en lumière dans le film des frères Miles dans Gimme Shelter. Et les Stones, frustration extrême, qui n'ont pas été invités à Woodstock, décident de faire un festival pour eux. C'est un peu ça. Ils se disent, bon, on va faire notre festival, notre Woodstock de l'autre côté, côte ouest. Oui. Et là, c'est un peu la fin de l'idéologie 60s qu'il a. Tout à fait. Et alors, je ne sais pas si je dis vous connaissez, mais pas forcément. Le film du Shelter montre en fait la fin des années 60 quelque part. Donc le concert se passe à Altamont en décembre 69. Le 6, ouais. Donc voilà, il faut s'imaginer ce que c'est. Donc la Californie, donc qui est un endroit où il fait toujours à peu près bon, mais on est quand même en décembre. Ouais, le 6 décembre. Quelle bonne idée. Va. Non mais. Concert en plein air sur un circuit automobile. Et puis en plus, normalement le concert doit se passer dans un endroit à Sears Point, et finalement c'est annulé 3 jours avant, donc ils décident de le faire sur une espèce de piste d'automobile à Altamont. Et donc du coup tout le monde se retrouve là, on s'attend à 200 000 personnes, il y en a 500 000, en gros, mytho, et je ne sais plus les chiffres exacts. Et là, ça part en cacahuète totale, quoi. Et là, c'est la fin de tout ça, de toute l'ère 60s, non enfin, Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, tout à fait. Parce qu'il y a des morts, parce que le festival n'est pas du tout bien organisé. N'est pas bien organisé, et puis surtout ne révèle pas l'aspect communautaire comme ce que Woodstock avait un petit peu laissé espérer. Puis les Stones avaient fait Hyde Park en juillet à Londres, et tout se passait bien parce que la frange Hells Angels anglaise est beaucoup plus cool que celle américaine, et donc ils confient le service d'ordre aux Hells Angels américains, qui est beaucoup plus brut, qui s'arme de battes de baseball mais là, à mon avis, pour défendre la scène, et voilà, vous avez qu'à regarder. C'est là où on se rend compte de la différence de la culture jeune anglaise de la culture jeune américaine. La différence vient, à mon avis, de la guerre du Vietnam. C'est que la guerre du Vietnam est toujours en cours du côté américain, alors que les Anglais n'ont pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et que les Américains vivent, eux, dans une vraie réalité de terreur, de violence, etc., dû aussi à toute l'action des Black Panthers à ce moment-là. On est aussi sur les Jeux de Mexico, etc. Donc c'est quand même... ça, c'est bien illustré dans le film de Godard, finalement. Vous pouvez vous moquer de ce film, hormis vous, fans des Stones, qui aimez les séquences de Sympathy for the Devil, mais tout ce que dépeint Woody Allen, Jean-Luc Godard, c'est un beau lapsus. Voilà, c'est toute cette peinture de l'époque de 68-69 qui se termine finalement à Altamont, quelque part par ce meurtre filmé d'un jeune black par les Hells Angels, quoi. Finalement, c'est la fin de l'utopie 60s, non Quelque part, oui, parce que effectivement, les Stones, quelque part, se retrouvent... Même si, c'est assez amusant parce qu'ils sont dans un vrai retour de forme en termes musical, mais en fait ils se retrouvent impuissants par rapport à la marche de la société. Complètement. Et de l'autre côté, les Beatles, eux, sont carrément à se séparer sur le fait de à la fois ne plus pouvoir personnellement faire des choses ensemble. Et aussi de ne pas avoir réussi à faire la société capitaliste qu'ils avaient essayé de faire de manière à la cool, on va dire. Ils n'ont pas réussi à être au bout de leurs ambitions. Donc il y avait de quoi se dire que la génération des baby boomers en avait fini avec la musique, mais en fait ce n'était pas vrai, car il reste encore une ère à explorer de cette génération des baby boomers, du rock anglais. Et ça, on le verra au prochain épisode. Ouais, on le verra au prochain épisode, mais je voudrais, avant que tu marques une super conclusion, c'est que finalement, c'est en décembre 69 que l'Amérique explose par rapport au rock'n'roll, mais finalement, l'ère des festivals dure encore jusqu'au moins en septembre 70, où il y a le dernier festival de l'île de White, où il y a les Doors quand même, Hendrix, et tout ça implose en un an, puisque vous verrez que, voilà... Hendrix meurt 3 semaines après le festival de l'île de White, Janis Joplin meurt l'année d'après, Morrison aussi, et voilà, enfin je veux dire c'est assez dramatique ce qui se passe, c'est que les festivals ont tué
bon nombre de nos icônes et qui va transformer, voilà, je parlais des Américains plus, mais et l'île de White, il y a encore les Who, il y a encore Hendrix, même si c'est un Américain, mais c'est quand même un Américain porté par l'Angleterre, même s'il appartient déjà à l'Amérique en 70. Il meurt 3 semaines après le concert et là on va se retrouver encore finalement à l'an zéro comme on était un peu avant la British Invasion. Je vous invite à écouter le podcast qui sera le podcast numéro 4 de la série anglaise, qui sera consacré au glam. Je vous embrasse.